Et oui, l'émission Chrétien épelle-moi désormais sur vos écrans, une émission de jeunes pour tous qui se veut être une plateforme d'édification, de causette et de bonne énergie. Des histoires, des découvertes, des chroniques minutieusement préparées pour vous offrir le bon, le meilleur et l'agréable tout au long de cette aventure. Chrétien épelle-moi, c'est aussi toute une équipe de jeunes dynamiques que nous allons découvrir également tout au long de cette aventure. Mesdames, messieurs, tout se passe sur la SMA TV, la nouvelle chaîne missionnaire, chaque samedi à partir de 18 h. C'est le week-end. Nous espérons que vous avez passé une très très belle semaine. Nouvelle aventure, nouvelle expérience. C'est tout de suite. Alors, nous allons tout de suite découvrir l'équipe avec laquelle nous allons embarquer cette aventure. Et ils sont tout aussi charmants et charmantes à côté de moi. Nous allons les découvrir leur nom, leur prénom, ce qu'ils veulent nous faire tout au long de l'émission. Je suis curieux. Priscilla, ça va? Ça va. Jacques, ça va? Ça va. Bonsoir, Carlos. Bénédicte, ça va? Ça va très bien. Bonsoir Carlos. Bonsoir. Vous avez passé une très belle semaine? Bon, Jacques, on t'écoute d'abord. Ma semaine, elle a été un peu stressée, mais bon, je rends grâce. Qu'est-ce qui a stressé? Qu'est-ce qui a stressé la semaine comme ça? C'est le quotidien, voilà. Faut pas oublier que je suis dans un cabinet d'avocat, donc le problème des gens. C'est ton problème. Ça va aller. Alors, Priscilla, dis-nous. bon, ma semaine, elle a été épuisante. Entre les cours, la maison et tout ça, j'avoue que c'est un peu épuisant, quoi. Ah, qui t'a demandé d'être élève? Je pouvais pas rester à la maison après le bac, logiquement, quoi. D'accord, d'accord. Et Il y Bénédicte? a le bac cette année. Excellente fut ma semaine. Très, très, très. Et puis, elle était tellement exceptionnelle. Je dirais d'ailleurs, c'est la meilleure semaine que j'ai passée. Ah, Entre les courses au marché et tout. Parce que moi, je préfère ça. Je n'aime pas travailler dans un bureau et tout. Ça me dérange. Donc, je préfère les allers-retours. Et voilà, c'est ce que cette semaine m'a servi. Et j'en suis très contente. de l'autre côté, il y a eu du stress, de l'ennui. De l'autre côté, et ici, la semaine s'est très bien passée. Je vois la constitution du plateau. C'est bon. Ça me les remplit. D'accord, comme vous le voyez très bien, le plateau, il est consistant de jeunes dynamiques. Et comme je le disais tantôt, nous allons commencer par découvrir un sang à travers une rubrique. Et directement après avoir découvert le sang, nous allons initier une petite partie de causette sur une thématique assez importante. Quand on parle de relations amoureuses des jeunes, vous savez que c'est quand même une histoire à ne pas séparer. Ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. Je vais aussi peut-être dire ce que j'en pense. Ensuite, nous allons nous amuser un peu à travers un petit jeu. Et pour finir, nous allons découvrir quelques informations par rapport au concours et chrétien épelle-moi. Alors, nous allons directement commencer par la première personne. Priscilla, qu'est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui à travers ta chronique? Aujourd'hui, je vous fais découvrir quelque chose de très exceptionnel. Je vous fais découvrir un saint, mais même pas un saint comme les autres. Un saint très exceptionnel et à la hauteur de ce nom. Et d'ailleurs, il porte hasardement ton nom, Mon nom? justement. Je savais que je suis un saint. Ah non, pas au sens logique du terme, pas toi quand même. Après, non. Alors, nous sommes curieux de découvrir du coup le sang que tu nous présentes aujourd'hui. J'ai très hâte de vous le présenter aussi. Nous t'écoutons. C'est tout à ton honneur. Bon, d'abord, je vais commencer. Dites-moi, vous, quand vous étiez petit, quel était votre rêve? Qu'est-ce que vous vouliez devenir, quoi, le métier? Moi, je note que quand j'étais petit, je voulais devenir médecin, quoi. Le rêve de tous les enfants. J'aimerais savoir, vous vouliez devenir quoi quand vous étiez petit? En tout cas, quand moi j'étais petit, bon, je vous laisse répondre d'abord. Parce que si moi je dois donner moi ma réponse là, tout de suite là, ça va flamber. Bénédicte, dis-nous. Bon, moi, ma profession, ou du moins ma profession de rêve, Depuis l'enfance. variait au fil des années. Alors, à la base, j'étais passionnée par la comptabilité, contrôle audit parce que j'aime le fric.
Mais quand j'ai eu le BPC, j'ai voulu arrêter les études pour apprendre un métier, celui de coiffeuse. Mais j'ai dû continuer. J'ai fait la série D. Après le bac, j'ai certes fait les études de comptabilité, contrôle, audit. Mais aujourd'hui, j'ai découvert une autre passion, la communication. Voilà à peu près. Ce n'est plus la cuisine. Non, si. Je suis votre futur ministre de l'économie, de la consommation locale. Hein. Voilà. Attends, je reformule. Je vous présente Afrodani Ameyo Julienne Bénédicte Apéfa. D'ici, disons, dans 10 ans, futur ministre du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale. Ah ouais, Merci. ça s'applaudit. Tout l'honneur pour nous de partager Voilà. un plateau. Avec une prochaine autorité. Oui, c'est de l'honneur que je vous fais. Voilà. Les photos là, très très sûres. Alors, voilà. Quand le gouvernement sortira, On dira, ah oui, j'étais assis à côté de la ministre. Alors, Jacques, dis-nous, quel était ton rêve d'enfance? Comme il a dit, le rêve de tout petit, c'est de devenir médecin. En tout cas, il faut dire que moi, mon papa était déjà médecin à la base. Donc, du coup, je voulais imiter c'est pas. Et puis, j'aimais tout ce qui est science. Donc, du coup, je me disais que je suis sur la bonne voie. Oui. Et j'ai persévéré jusqu'à arriver en classe de première où j'ai vu un de ses bons amis, avocat, qui m'a donné le clic de devenir juriste et puis de continuer dans l'avocature. Le chemin sur lequel je suis aujourd'hui, il faut dire que le vieux même n'a pas aimé quand j'ai dérouté un tout petit peu de la médecine à l'avocature. Mais bon, tout ce que le jeune veut, le vieux le veut. Et donc, du coup, je continue dans ce sens-là, espérant que du jour au lendemain, je deviendrai l'avocat de renom que je rêve d'être. Oh, ça va arriver. On dit Amen. Amen. Ça va. Amen, amen, Je amen. ne sens pas le Amen. Amen. Voilà, Ça voilà. Bon, quant à moi, quand moi j'étais petit, je voulais devenir footballeur. Hein. Oh là là. Mais, croisement de ligaments, bon, on a changé. on a changé de chemin, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve dans l'animation, la présentation, tout ce qui va avec. Voilà un peu. C'est très bien. Eh bien, ce soir, j'ai le désespoir de vous annoncer qu'aucun de nous sur ce plateau n'a la même hauteur que le 5 que je m'apprête à vous présenter. Figurez-vous qu'à 4 ans, quand on lui posait la même question que je viens de vous poser, il répondait... Est-ce que la fête qu'elle engage là, elle peut supporter? Sinon, moi, je suis 100 ans. Sainte Bénédicte. Attendez, mon sang n'a qu'à venir du Togo. Est-ce qu'à 4 ans, quand on vous a demandé, vous voulez devenir quoi? Là, le petit, dynamique, il dit à ses parents, je veux devenir un saint. Ton enfant te dit ça rapidement, tu sais que c'est le ciel qui l'attend, quoi. Eh bien, celui dont je vous parle, il est né le 3 mai 1991 à Londres. Il répond au nom de Carlo Acutis. Il est le premier saint, je dis bien le premier saint du 21e siècle, canonisé avec des parents toujours vivants. Vous imaginez ça? Vous êtes là et vous dites, Saint Carlo, priez pour nous. Et vous allez en Angleterre, qui vous croisez, la maman de Saint Carlo. C'est bien, n'est-ce pas? C'est très bien. Voilà, eh bien, mon saint, il est très spécial. À la base, il est issu d'une famille italienne originaire de Lombardie. Dans un premier temps, ils ont vécu en Angleterre. Ensuite, la famille a déménagé à Milan. Il rencontre une petite fille polonaise qui lui fait découvrir la foi. Eh bien, à partir de là, il va à l'Eucharistie tous les jours et il aime beaucoup Jésus. À cette époque-là, il aimait beaucoup l'Eucharistie et il disait déjà que la Vierge Marie était l'unique femme de sa vie. Dis-nous, Carlo, toi, tu projettes toujours te marier avec Vanessa, la femme de ta vie? Qui t'a parlé de Vanessa? Ah ben voilà, les dossiers sortent maintenant. Aïe. Tu vois que mon sang, il est spécial. La Vierge Marie était la femme de sa vie. Mais à la base, il a trouvé la foi grâce à une jeune fille qu'il a rencontrée. Donc, du coup... Non, sur ce point, je prends la défense de Carlos. Mais oui, merci. Carlos ne fait pas les choses comme ça. Si on dit quelqu'un est saint sur ce plateau-là, c'est Carlos. Merci là-bas. Ce n'est plus Sainte Bénédicte, c'est Saint Carlos. Ah non, je ne dis pas... Saint, c'est Carlos. Mais quand Sainte, c'est Bénédicte. Voilà. Ok, je revois encore la constitution du plateau. Mais quand même, je ne suis pas d'accord avec vous. Il décrète que la Vierge Marie est l'unique femme de sa vie. Qui dit ça? Quand vous allez là, Vierge Marie, priez pour nous. Vierge Marie, priez pour nous. Et après, Carlos, tu dis quoi? C'est fini, non?
Ben voilà, tu vas dire à Faut Vanessa, parler. la femme de ma vie, On je veux pourrait me marier dire que avec toi. ton Carlos Acuti, là, il a pris la femme d'autrui. La Vierge Marie, c'est la femme de Joseph, autant pour moi bien. Mais la mère de l'église, ce qui veut dire qu'elle nous appartient en toutes, quoi. À tous. En même temps, je ne sais pas pourquoi tu fais fixation sur Carlos. Parce que tu nous parles de Carlo et ici on a Carlos. Même si les deux noms se ressemblent. Bon, là, je Il y ne a serai un pas S d'accord ici. avec toi. Non, tu es 5 quand même. Carlo. Tu es un 5 quand même. Oui. Mais seulement qu'il y a S à la fin de ton nom. Oh, ok. Donc peut-être c'est pour cela, toi tu n'as pas dit la Vierge Marie est l'unique femme de ta vie. Peut-être comme il n'y a pas S là-bas, toi peut-être comme il y a S, il y a déjà quelque chose qui complète ta vie. Mhm. Voilà. En tout cas, ne nous dis pas que Sainte Bénédicte est l'unique femme de ta vie. Bon, Allez, on va. bas la terre, on Mhm. continue. Oui, on continue. À l'âge de 7 ans, face à sa dévotion, on l'autorise à communier. Et dès ce jour, il se confesse une fois chaque semaine. Ceux qui se sont confessés il y a 6 mois, là, dénoncez-vous. Hein. Il y a quelqu'un qui se confesse chaque semaine. Vous voyez, mon sein, il a la pointure, quoi. Tu parles de toi et toi-même. Ah non, moi, je suis une sainte en devenir. Une fois le mois, c'est bon. Hein. Hmm. Étant passionné de l'informatique, il crée des sites, il fait des vidéos pour parler des miracles faits par l'Eucharistie partout dans le monde. Et de ce fait, il a été surnommé le geek de Dieu. Mais dites-moi, c'est pas chic ce nom? Tu es là, on t'appelle le geek de Dieu. Il est arrivé à utiliser les réseaux sociaux pour parler de Jésus, pour faire découvrir la foi à plein de monde, ce qui a amené les jeunes à s'intéresser tout particulièrement à Jésus, à la place qu'ils doivent donner à Dieu dans leur vie, justement. Du coup, de ce fait, lorsqu'il a été canonisé, il a pris le nom de guide de Dieu. Dans un premier temps, il fréquente l'école de Marcelline à Milan, où il est un grand exemple. Il défend les handicapés et ses camarades. Il prend soin des personnes âgées. Et de par son exemple, comme il était dans une école confessionnelle, il a eu un grand poids, une grande influence dans l'administration de l'école, quoi. Parce que tu es dans une école confessionnelle, tu te comportes bien, tu aimes Jésus, le chouchou de la sœur directrice, quoi. Vous voyez là où je veux en venir. Mais malheureusement, en octobre 2006, il est tombé malade. Au début, on pensait à une grippe. Mais ensuite, on découvre qu'il est atteint d'une leucémie de type 3. Oui, c'est un peu dosé là. Tu as une petite grippe, on va à l'hôpital, on te dit pas corona, hein, on te dit rien, on te dit leucémie. Et c'est pas fini, type 3. En fait, on t'a tué, quoi. Et sur ce, suite à la découverte de cette maladie, il va finir par décéder le 12 octobre 2006, à l'âge de 15 ans, à l'âge de seulement 15 ans, Carlo Acutis va quitter la Terre. Et dès cet instant, des pétitions ont été introduites à Rome pour sa canonisation, pour la cause de sa canonisation et de sa béatification. Et ces requêtes n'ont eu lieu que 7 ans après son décès, le 13 mai 2013. Et là, ce n'est pas fini. Je ne vous cache pas que pour devenir un saint, c'est tout un parcours. Ça a beaucoup pris du temps avant qu'on ne le canonise. Suite à cela, la requête a été introduite auprès de Rome pour qu'on fasse des enquêtes parce qu'avant de devenir un saint, on doit te reconnaître des miracles. Et il a été reconnu officiellement par Rome 2 miracles. La guérison d'un jeune Brésilien suite au fait que ses proches ont prié Carlo Acutis pour sa guérison. Okay. Et la guérison d'une Antarcienne. Oui, c'est ça. Elle avait un traumatisme crânien. Sa mère a effectué un pèlerinage sur la tombe qui était alors assise de Carlo Acutis pour prier, implorer son intercession pour la guérison de sa fille. Et miraculeusement, la tumeur a disparu sans intervention chirurgicale. Donc, la commission pour la béatification et les canonisations a accepté et ainsi, Carlo Acutis devient bienheureux. Donc, bienheureux Carlo Acutis. Vous imaginez, vous avez un enfant et là, vous passez, on dit, voilà la maman du bienheureux, voilà le père du bienheureux. C'était un honneur pour ses parents. Quelques mois plus tard, en 2018, a eu lieu sa reconnaissance canonique plus officiellement. Et c'était au pape François de le canoniser, définitivement le béatifier, quoi. Donner une date où on le célébrerait. Mais malheureusement, le pape aussi quitte ce monde le 21 avril 2025 et la procédure reste en suspens. Il est mort en 2006 et jusqu'à 2025, la procédure de canonisation n'a toujours pas abouti. Et là, vous avez vu quand le pape est décédé, tout ce qui s'est passé, que faire, vous trouvez un nouveau pape, les papes doivent se rassembler. Il y avait eu beaucoup d'agitation.
Du coup, toutes ces procédures ont été mises en suspens parce que l'Église universelle ne pouvait pas rester sans pape. Et là, il s'est passé plein de choses, vous savez, et on a eu un nouveau pape, le pape Léon. Et c'est finalement le pape Léon qui va accepter, qui va donner son fin mot, quoi, pour qu'il soit canonisé en septembre 2025. Eh bien, vous voyez tout ce parcours, quelqu'un qui décède le 12 octobre 2006 et qui finalement fut canonisé en septembre 2025, pratique beaucoup d'années plus tard. Donc, c'est tout un long chemin. Et on le célèbre tous les 12 octobre, jour de son décès. Et par son intercession, il a été exceptionnellement nommé le saint patron des réseaux sociaux, quoi. Donc, tous ceux qui pensent que je dois juste parler de beauté, je dois juste parler de tendance sur leur compte, non. Il y a le saint des réseaux sociaux qui est là avec vous. Du coup, avant de faire un post, vous pouvez le prier un peu. Saint Carlo, priez pour moi. Non, Saint Carlo, permettez à ce post que je poste d'atteindre 1000 likes. Ah, voilà. Amen. Amen, amen. Saint Carlo t'a écouté. Ça, c'est la meilleure formulation à faire. Et je ne vous dis pas, ce qui est encore plus choquant, c'est le seul saint. Attendez, je vais vous poser la question. Quand on dit on canonise quelqu'un, vous vous attendez, lorsqu'il sera exposé dans son cercueil, vous attendez à quel type d'habillement? Vous attendez à quelle esthétique, en fait? Il sera habillé comment? Imaginez un peu. Pour un saint, hein, quelqu'un compris partout dans le monde, tu vas en Asie, tu vas partout. C'est son nom, quoi. Même ici au Togo, on l'appelle. Question pour un champion. Qui répond? Voilà, question $1 million. Qui répond? Qui répond? Vêtu de blanc. Justement, ça c'est pour les saints ordinaires. Mais Carlo Acutis, figurez-vous qu'il était en pantalon et en haut, avec des baskets surtout. Et c'est ce qui m'a le plus tiqué le concernant. Parce que de tous les saints qu'on a vus, habits blancs, main sur la poitrine et tout ça, mais il est là, flexant, comme on le dit. Flex, le gars il est flex, il est en basket, en jean, il est en haut. Ce qui veut dire que, peu importe l'âge, tous on peut accomplir de grandes choses avec Dieu. Il n'a pas eu besoin forcément de dormir à l'église, d'aller tout le temps, de ne pas travailler, quoi. Il allait à l'école et de surcroît, il aimait le football. Il avait des amis, il avait des passions et des hobbies. Je devine, il est madrilène. Non, ça, c'est pas sûr. Ah non, je ne vais pas me prononcer. J'ai vécu avec lui. Oh là là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle dit aussi que le gars aimait le football. Oui. Je me disais tout à l'heure que ma passion, c'était de devenir footballeur. Ah non, ça, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter. Quand je disais tout à l'heure, quand je parlais de l'amour de vie, vous m'avez dit non, de ne pas superposer à Carlo. Maintenant qu'il est question de football, monsieur fait la superposition. Hein. Pardonne-nous. Voilà, je vous pardonne. Justement, donc, il est fêté chaque 12 octobre et c'est un fait vraiment très extraordinaire. Le tout premier saint, d'ailleurs du 21e siècle, canonisé avec des parents vivants. Et dans l'histoire de l'Église catholique, figurez-vous qu'on n'a que 2 cas de ce genre. 2 saints qui ont été canonisés avec des parents vivants. Parce que la procédure pour être canonisé, ça prend énormément. Alors là, vraiment, beaucoup de temps. Donc, c'est un peu ça, c'est celui que j'ai à vous présenter. Alors prochainement, quand vous avez un petit tic avant une vidéo, un petit crack ou que vous stressez, dites seulement Saint Carlo Acutis. Priez pour nous. Voilà. Attendez, on va répondre parce que je sens que vous êtes un peu coincés. On va l'invoquer. Saint Carlo Acutis. Priez pour nous. Voilà. Voilà, on est déstressé. Voilà. Vous sentez sa présence. Alors, mesdames, troisième miracle de Saint Carlo. Voilà. Alors, n'hésitez surtout pas à donner le nom Carlo Acutis à vos enfants. Moi-même, je m'appelle Carlos et vous voyez que je suis sur la voie. C'est intéressant de découvrir un jeune qui devient un saint, en ce 21e siècle, ce qui nous pousse vraiment, aussi jeunes que nous sommes, à chercher à faire de bons actes et à suivre les pas de Dieu. Qui sait? Après notre mort, on aura l'occasion d'être canonisé. Sinon, moi, je voudrais devenir quand même saint. Hein. Ah, il sait quoi? Que pensez-vous de Saint Carlo Acutis? Bénédicte, tu penses quoi de Saint Carlo Acutis? Disons peut-être un miracle, hein, parce que dans ce monde, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et surtout avec son âge, et c'est un miracle. C'est juste un miracle. Voilà. Et Jacques, tu en penses quoi? Ouais, moi, je pense que c'est un saint formidable. C'est un jeune que Dieu nous a donné, qui a marqué en tout cas l'histoire de tout humain. Quand on vient d'écouter l'histoire, ça a eu le don de tiquer
Donc, du coup, je me dis que c'est un jeune, c'est un don que Dieu a fait à l'humanité. Ça suscite notre désir de s'accrocher à tout ce qui est chrétien, à tout ce Justement. qui va concourt dans le bon sens, afin que nous ayons peut-être un jour cette canonisation. Elle a dit qu'il a été canonisé 9 ans plus tard. En tout cas, quand on fait la différence de l'année, je pense que c'est l'un des cas où la personne est canonisée un peu plus tôt, parce on a connu des gens qui ont été canonisés 30 ans, 40 ans après. Donc, du coup, je me dis que Dieu nous donne cette grâce-là aussi d'être canonisé 9 ans après notre décès. Mais non, Merci. avant d'être canonisé, il faut faire de bonnes choses. Donc, je profite par ce biais, je te prends un peu la parole, hein, Carlo. Tu as 1 minute. Ah d'accord, je vais m'adresser aux jeunes comme moi, juste pour dire que on n'a pas besoin de grand-chose pour être saint. On n'a pas besoin de prêcher au carrefour. On n'a pas besoin de chanter Jésus un peu partout. On a juste besoin, par un petit geste, transmettre Jésus de façon aussi subtile qu'il soit, mais très efficace. Et je pense que lui-même va nous y aider. J'ai écoulé mes 1 minute. Ce que tu dis, bon, je m'arrête là. C'est ça, c'est ça. Adorer Dieu, c'est pas crier partout qu'on adore Dieu, c'est le montrer par nos petits actes et gestes quotidiens. Alors, nous allons poursuivre du coup cette émission en allant sur notre causerie, une thématique très essentielle. La jeunesse et les relations amoureuses. De nos jours, nous voyons des jeunes qui s'adonnent à cette aventure, des relations amoureuses. J'aime. Mais au final, quel impact ce j'aime ou que mon copain ou ma copine a sur moi? Est-ce que cet impact me permet d'évoluer? Est-ce que cet impact n'a pas des conséquences négatives sur moi? Qu'est-ce que les jeunes en pensent? Nous allons le découvrir tout à l'heure. Eh oui, quand on parle de jeunes et de relations amoureuses, qui appelons-nous jeunes? Qu'est-ce qu'on entend par jeune et de quels jeunes nous voulons parler? Est-ce que le fait que ces jeunes dont nous allons parler ou dont nous allons signifier tout à l'heure, le fait d'avoir des relations amoureuses, est-ce que ça a un impact positif sur eux ou un impact négatif? Autrement dit, distraction ou construction. Nous allons rapidement voir ou écouter l'avis de nos chers chroniqueurs et chroniqueuses qui sont présents ici sur le plateau. Alors, je vais commencer directement par poser une question et je veux que Jacques commence par nous répondre. Ah, honneur. Quand on parle de jeunesse et relations amoureuses, qu'est-ce que ça te dit tout de suite? Je ne pourrais pas répondre à cette question sans essayer de définir peut-être les termes qui sont dans le thème. Voilà. Je vais donc m'appliquer à cet exercice-là. Prenons le temps de conceptualiser la jeunesse. Je vais donner 2 types de définitions que nous connaissons pratiquement tous. Quand je prends les institutions internationales et puis la conception de tout le monde, on dit que la jeunesse, c'est la portion de temps comprise entre 18 et 35 ans. C'est ce qui est reconnu au niveau de l'Union africaine, en tout cas au niveau de plusieurs chartes. Donc, du coup, si on veut rester dans cette conception de tout ce qui est juridique, on va dire que la jeunesse, en tout cas, c'est la portion de temps comprise entre 18 et 35 ans. Mais je veux revenir sur le plan de nos pères évêques, nos pères de l'Église, où Saint Jean-Paul II nous dit que la jeunesse est un état d'esprit. Et donc, du coup, avec l'âge qu'il avait, il se considérait toujours comme jeune. Il a fait beaucoup de choses avec les jeunes tout au long de son mandat pontifical. Donc, du coup, je vais rester dans les 2 portions pour dire que la jeunesse est premièrement un état d'esprit, parce qu'on peut voir plusieurs catégories de personnes dans ça. On voit un vieux qui se dit jeune et qui est tout le temps avec les jeunes. Mais je pense que le thème à nous soumettre, c'est en fait les jeunes, comme le définit généralement les chartes, la portion de temps 18 à 35 ans. Donc, du coup, je vais m'appesantir dans cet état-là. Maintenant, quand on prend relation amoureuse, quand on a fait la catéchèse, on nous a parlé de plusieurs types d'amour. Mais moi, je me dis qu'ici, on parlera d'amour agapé. En tout cas, ce qu'on se fait entre hommes et femmes. Oui. Donc, du coup, pour revenir à la thématique, jeunesse et amour, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais tout simplement que c'est 2 jeunes de sexe différents, hein, je mets l'accent sur cela, 2 jeunes de sexe différents qui se mettent ensemble et qui veulent concourir, qui veulent marcher ensemble en allant à un idéal de conception qu'ils veulent se donner.
Merci. Très bien. Et nous avons reçu une définition de la jeunesse selon plusieurs chartes et selon la définition du père évêque. La jeunesse est un état d'esprit et quand on parle de jeunesse, on parle aussi d'une tranche d'âge de 18 à 30, 35 ans, si je ne me trompe pas. Alors, Bénédicte, relation amoureuse et jeune. Pour toi, c'est quoi l'âge idéal pour pouvoir se lancer dans une relation amoureuse? L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Je suis Vous avez connu l'amour à quel âge? Malheureusement, j'ai connu l'amour à 18 ans. Ah, Malheureusement, hein. J'ai connu l'amour à... Ce qui veut dire Non, qu'elle vous aurait... auriez aimé connaître Non, l'amour un peu plus quel tôt. âge? À quel âge? Mais soyons sérieux. Oui. Quand moi j'étais sur les bancs de l'école, Mhm. Oui. il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui allait accepter me draguer. Parce que... Même au jour d'aujourd'hui, Catch girl. non, pas que catch girl. Quand je suis au quartier, personne d'entre vous ne peut me draguer. C'est quand je sors de la maison que je suis un peu présentable. On s'adresse à vous deux, hein. Quand je sors du quartier, que je suis un peu présentable. Donc, je dirais l'amour n'a pas d'âge. Donc, bon, est-ce à dire en fait que pour qu'il y ait d'amour, il faut être présentable parce qu'on ne pourrait pas te draguer parce que tu n'étais pas Oui. présentable. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je pense que nous allons revenir sur notre thématique. On parle de l'impact que les relations amoureuses peuvent avoir sur nous étant jeunes. Alors, déjà, Priscilla, Oui. selon toi, quel impact une relation amoureuse pourrait avoir sur un jeune? Bon, d'abord, je vais commencer par cadrer la question que tu m'as donnée. Pour cette thématique, je vais structurer, moi, ce que j'appelle jeune de deux catégories, de deux façons. On a les moins de 18 ans et les plus de 18 ans jusqu'à la marge des 35 ans. En ce qui concerne les moins de 18 ans, je pense que l'impact risque, elle est comme un biface, comme on le dit, à double tranchant. Elle peut ne pas être bonne. Donc, en conclusion, elle n'est pas bonne. Mais pour les plus de 18 ans, il est question de responsabilité. Il est question de je sais ce que je fais et peu importe ce que ça donne, tu endosses. Bon, pour les plus de 18 ans, ce que j'aimerais dire, c'est que s'il y a des conséquences, ils vont assumer. Mais pour les moins de 18 ans, qui sont encore, je dirais, très, très tôt dans un monde tard, je dirais comme ça, tôt dans un monde tard, tard c'est le monde de l'amour, il serait bien plus astucieux d'attendre l'âge mature pour se lancer dans les trucs d'amour. Mais ce n'est pas à dire qu'ils ne peuvent pas développer des sentiments, on est des humains, mais ne pas s'aventurer vers le copinage, comme on le dit, parce que copinage rime avec libertinage et on sait ce que ça donne. Voilà, c'est mon avis. Alors, Bénédicte, dis-nous, quand on parle de relation amoureuse, pour toi, c'est quoi exactement? Surtout entre jeunes, hein? Surtout entre jeunes. Tu aimes une personne, vous êtes ensemble, vous faites votre vie. Voilà. Tu ne quoi d'en Mais- faire votre vie? Mais non, plus sérieusement, si je veux départager comme Priscilla vient de le faire, en dessous de 18 ans, certes, ce n'est pas recommandé, mais ce sont des choses qui arrivent. Nous sommes des humains, on ne peut pas nier les sentiments. Et dans ce cas, moi, je pense que la responsabilité revient plus aux parents. Dans notre société africaine, malheureusement, il y a le tabou sur ce sujet-là. Et j'aimerais que la génération de maintenant, c'est-à-dire vous et moi, qui allons devenir, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va devenir prêtre entre nous ici, qui allons devenir des futurs Les parents. voix de Dieu Voilà. sont Non, insondables. vous là, je vous Peut-être connais. qu'on Même si je aura- dis que tu es peut-être seul, là, qu'on c'est pas aura ça. un révérend père parmi nous. C'est Jacques, par Jacques. exemple. C'est Jacques. Pourquoi pas toi? Priez pour nous. Pourquoi pas Chérie toi, Ferré. Carlo? Bon, Alors, j'ai voulu, mais bon, Mais bon, ça t'a laissé. ça va pas encore laisser. Si, mais... si, ça t'a laissé. Vas-y, Bénédicte. bon. Donc, ce que je disais, c'est plus d'encadrement du côté des parents parce que c'est dans cette tranche d'âge-là qu'on aime réellement. L'amour désintéressé. On aime sans que. On apprend à aimer réellement, à savoir, à se connaître,
à savoir ce qu'on veut, ce qu'on attend d'une relation amoureuse et on arrive à s'exprimer librement dans cette tranche d'âge-là. Même si certains poussent un peu le bouchon un peu plus loin pour aller. Voilà, vous savez de quoi je veux parler. Maintenant, après 18 ans, on retrouve dans cette tranche d'âge-là des jeunes qui, certains ont été blessés et toutes les relations qu'ils ont, ce sont des relations de vengeance. Soit ils se réservent parce qu'ils se disent non, j'étais comme si et finalement c'est ce que ça a donné. Donc comme je dois forcément être dans une relation, je vais l'être mais je ne vais pas m'adonner à la relation là. Et on a aussi dans notre côté d'autres qui trouvent le véritable amour avec qui ils se marient, font de beaux enfants et célèbrent plus tard 40 ans de mariage, 45 ans de mariage. Et je vous le souhaite d'ailleurs. C'est rare. Mais j'aimerais revenir sur ton point de vue. Ce que j'aimerais dire, tu as dit les moins de 18 ans, c'est la tranche où on aime réellement, justement. Mais c'est la tranche où ce teuf-là qu'on appelle l'amour est très fragile. Et si l'on risquait à le casser, c'est ce qui donne plus tard des plus de 18 ans névrosés, en ménopause sentimentale. Vraiment, on doit l'appeler comme ça, la ménopause sentimentale. Tu entends un jeune de 18 ans qui parle comme un meurtrier en termes d'amour. C'est justement parce que quand il n'avait pas cet âge-là, il s'est risqué un peu de trop dans un tsunami qu'il a pris de haut. Et là, il s'est vu, bon, voilà, on lui a brisé le cœur, comme on aime dire. On lui a donné gourmand, voilà. Ce qui a impacté sa vision de l'amour. Et maintenant, lorsqu'il arrive dans la marge, dans la tranche où maintenant on dit, OK, tu as le top départ, tu peux t'engager. Voilà, on a le malheur de voir que nos jeunes sont pour la plupart brisés et tout ça. Donc, j'aimerais juste dire que c'est quand on est un moins 18 que non seulement l'amour est vrai, mais aussi, ah là là, il est très fragile. Donc, dangereux surtout. Voilà. Alors on se calme. Je sais que vous avez envie de parler. Et depuis aussi, je constate une chose, c'est que vous êtes beaucoup resté sur le côté un peu impact négatif de la chose. C'est pour ça que je vais demander à Jacques si, selon lui également, c'est seulement un impact négatif qu'une relation amoureuse pourrait avoir sur un jeune ou voilà, ça dépend des circonstances. Oui, merci beaucoup pour la question. Moi, je dirais plutôt que ça dépendra de l'orientation que nous donnons à notre relation parce que il y a deux choses. Il va avoir soit l'impact qui est positif, soit il va avoir l'impact qui est négatif. Okay. Maintenant, ça dépendra des facteurs et surtout de deux personnes qui se disent amoureuses et puis qui veulent marcher ensemble. Moi, je m'oriente plus dans l'impact positif. C'est pour cela que je vais conseiller à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. En tout cas, je suis jeune également. Je vais donc nous conseiller d'être méticulés en relation amoureuse, mais aussi que cette, comment dirais-je, que nous soyons exigeants sur certains facteurs. Premièrement, le choix du conjoint. Deuxièmement, les attitudes à tenir. Troisièmement, les orientations, les visions, les formations à suivre. Qu'est-ce que j'attends d'un potentiel partenaire? Qu'est-ce que je dois vivre en tant que partenaire vis-à-vis de mon partenaire? Ce que je dois faire pour que la relation m'amène à quelque chose de bien. Parce que, comme je l'ai dit, moi, j'attends du positif dans une relation amoureuse. Je sais il peut y avoir du négatif. Mais du moment où je veux uniquement que du positif, l'idéal qu'on dit qu'il n'y a pas que du bien, mais je veux majoritairement du positif dans ma relation, je dois être très exigeant sur certains aspects que j'ai eu à lister, le choix du conjoint, les règles que nous devons définir, ce que j'attends de mon conjoint. Par exemple, moi, je ne vais pas je ne vais pas marcher avec une fille qui ne va plus rien m'apporter sur le plan peut-être émotionnel, professionnel. Je suis pris quelque part et puis j'envoie les informations d'une réunion que j'ai suivie à ma petite amie de me faire le compte rendu et puis elle n'est pas en mesure de me faire ce compte rendu. Il y a déjà le motif que je ne te... Une secrétaire de vie, quoi. Avis à toutes les filles qui veulent le jeu. Comme disait quelqu'un, on t'a donné du gourmand et tu pleures. Est-ce que la personne qui t'a donné le gourmand s'est transformée en un fichier PDF en Word? C'est la question. Voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait de jeunes, justement, et je pense que oui, il faut qu'on centre le débat sur
ceux qui sont de 18 ans à plus. On va rester un peu dans cette logique. D'accord? Et la question que j'aimerais poser tout de suite, c'est une question pour savoir si, est-ce que parce qu'on a dépassé l'âge majeur ou on a atteint l'âge majeur, qu'on a une maturité assez conséquente pour pouvoir s'engager dans une relation? Oui, merci encore une fois. Tout de suite, dans les couloirs, on a eu des discussions informelles. J'ai beaucoup appris dedans. Quand on disait qu'un jeune n'est forcément pas majeur, mais il peut être mature. De la même manière, une personne adulte n'est pas forcément mature et peut facilement être dénominé par un jeune mature. Donc, du coup, je dirais que ça ne dépend pas forcément de la tranche d'âge, mais ça dépend du vécu. On l'a dit qu'on a eu des gourmets prématurés qui ont amené des Oui, oui, Ménopause ménopauses sentimentales. sentimentale. et il y avait Mais Priscilla qui nous racontait son justement, gourmet. je ne Carlo, savais pas méfie-toi. qu'elle avait, Carlo, mais méfie-toi de moi. peut-être c'est pour cela elle a des Ah non, ménopauses non. sentimentales prématurées. Mais je reviendrai pour dire en fait que pas forcément le facteur âge, mais tout ce que l'on met dans la conception. Et moi, je mettrai l'accent, parce que j'ai fait plus les mouvements de l'Église catholique. Donc, du coup, je mettrai l'accent sur le plus que ça donne. Parce qu'en faisant en faisant nos militantismes, on vit beaucoup de choses, les enseignements de l'Église, en plus de ce qu'on nous donne à la maison, à l'école, un peu partout, pour nous forger. On a quelque chose de plus, quelque chose de différent de ces jeunes-là qui ne connaissent pas. En tout cas, j'estime. En tout cas, moi, ça m'a donné ce plus-là. Donc, je me dis qu'au-delà du facteur âge, le fait d'être mature ou pas, il va falloir vivre certaines réalités, il va falloir connaître certaines personnalités, il va falloir avoir des mentors dans certains domaines pour pouvoir faire face à cette histoire d'amour qui est un mal nécessaire, si on veut le dire ainsi. Ah, voilà, il a raison. Et pour un peu appuyer ce qu'il a dit, je vais aller chez nous, les Wati, on dit ne hungwe à toi, hungwe à chantrona. Voilà. Vous Donc, voyez, c'est la plus jeune du plateau qui nous donne des proverbes. En effet, encore. Pur, hein. La maturité n'a pas d'âge. Justement. non, Justement. c'est tout ça pour dire que quand on est dans son petit cocon, la vie ne se limite pas forcément à ce que nous vivons entre la maison et nos petites boutiques, mais la vie, c'est au-delà de ça. Et comme il a dit, c'est en étant avec les autres, en étant dans des mouvements, qu'on apprend certaines choses, quoi. Parce que je vois mal quelqu'un sur qui on n'a jamais crié et qui voit son mec lui faire des reproches, ou bien sa meuf. Bon, je le prends comme ça en argot. Vous imaginez un peu le scandale. Il ou elle va se mettre dans un état pas possible, va raconter sur tous les statuts que, voilà. Les hommes sont des moutons. C'est toi qui le dis. Ah, Non, c'est ce que voilà. je vois généralement. Oui, justement, tu as lu sur statut, plusieurs statuts. Voilà. Tu vois des publications comme, par exemple, la famille de Monet, ils sont tous des idiots. La famille de Monet, quoi, ma meuf ne sait pas faire ci. Vous voyez déjà, tout ça, c'est un tel degré d'immaturité. Donc, je dirais aussi, dans son sens, que c'est le vécu, c'est le quotidien. C'est ce à quoi on a été soumis qui nous apporte être mature en amour. Moi, c'est un peu mon point de vue. Justement, tu as abordé un aspect même que j'allais poser la question à Bénédicte en demandant, dans une relation amoureuse entre jeunes, qu'est-ce qui peut s'avérer néfaste? Il serait difficile de définir ce qui peut s'avérer néfaste parce que quelque chose peut être néfaste pour moi qui est, par exemple, bien dans le couple de Jacques. Peut-être dans mon couple, on peut faire 1 semaine, 2 semaines sans se parler. Et c'est normal. Peut-être dans mon couple, c'est normal. Mais dans le couple de Jacques ou bien de Priscilla, ce n'est pas possible de faire 30 minutes sans se parler. Ah, Donc, relever un point négatif selon ça va être quand? selon une relation amoureuse, je pense que ça diffère d'une personne à une autre ou plus d'une relation à une autre relation. Donc, ce que moi, j'aimerais dire, c'est apprenez à vous connaître. Et dès l'entame de la relation, faites connaître vos besoins. On ne peut pas te demander qu'attends-tu d'une relation amoureuse. Tu réponds
Non, quand tu me poses la question comme ça, je ne peux pas répondre. Il faut que le problème survienne pour que je puisse te dire ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Le gars ou bien la go. Bon, je vais être plus dans la posture de la go. Donc, la go dit ça, le gars dit d'accord. Oh, toi, tu aimes qu'on t'écrive chaque matin à 6 heures. Le monsieur, tu n'as pas clairement dit. 6h02, tu es déjà fâché. Maintenant, tu n'as pas clairement signifié ça au monsieur Même. que tu dois m'écrire chaque matin à 6 heures. Tu lui as dit, quand le problème viendra, tu lui diras, OK, voilà, premier jour, deuxième jour, il t'a pas écrit à 6 heures. À 6h02, tu es fâché. Le gars t'écrit à 6h05, tu ne réponds pas. Tu as quoi? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis Rien. rien. Je t'ai fait quoi? Rien. C'est le moment de parler et de dire, voilà, Mhm. j'aime ou bien j'aimerais que pour les prochaines fois, on s'écrive à telle heure. Donc, parler de négativité, ça va en fonction de chaque couple. D'accord. Mais il faut qu'on essaye quand même d'instaurer la communication et surtout la compréhension. Parce qu'on peut communiquer sans se comprendre. Et si on ne se comprend pas, c'est le chaos. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Et ce que moi je retiens, c'est que les relations amoureuses varient en fonction de la maturité de ces personnes-là qui la vivent. Et aussi, ce qui peut s'avérer néfaste pour un autre couple peut s'avérer être une bonne chose pour l'autre. Et quelqu'un l'a dit, l'amour n'a pas d'âge. Quoique, moi je me dis, l'amour a quand même un âge. Parce que je ne serais pas d'accord de voir ma petite sœur de 15 ans me dire qu'elle est en couple. C'est pas possible. Voilà. Et c'est là, je vais poser une dernière question en parlant à peu près du rôle que les parents doivent jouer en cela. Aujourd'hui, nous avons une certaine éducation. Nous connaissons l'éducation à l'africaine. Nos parents n'aiment pas parler de certaines choses avec nous. Et il est presque impossible de dire à maman que je suis en couple. Amoureuse Ou de d'abord. dire à papa, je suis en couple. Ou Amoureux bien, d'abord. voilà, ou bien de Amoureux. dire que je suis amoureux. Ouais, donc je me Dès dis que aussi, c'est du papa, même tu es amoureux. Hein. Mais quand je dis papa, je suis amoureux, on te tacle d'abord. Oh, mais papa, je suis amoureux de toi. même déjà dire je t'aime à maman, maman va te Maman demander te si demande, tu veux quoi? tu Tu vas veux quoi? Tu vis bien. tu vis bien. Donc justement, ça nous amène à nous poser des questions par rapport au rôle que les parents en fait doivent jouer sur ce plan-là. Donc rapidement, on va prendre la parole, on va 2 minutes chacun pour vraiment donner sa réponse sur cet aspect-là. D'accord, Jack, on y merci va. beaucoup encore une fois, Carlos. Je dirais que le rôle des parents, comme nous le savons tous, est vraiment primordial dans le processus d'amour de toute personne. Premièrement, dans ce sens-là, où quand il y a manque d'amour dans la famille, ça a également des conséquences sur l'amour agapé, l'amour en relation que nous connaissons. Donc, du coup, les parents doivent premièrement démontrer de l'amour en tout cas à nos jeunes qui sont de la famille, et également être un peu plus regardants. Ne pas nous exiger, ne pas nous contraindre. Nous sommes dans la communauté africaine, nous sommes dans une coutume où la culture africaine a certaines exigences. Mais au-delà de ces exigences-là, il va falloir que nous ayons un accompagnement de proximité avec nos parents, avec la famille, afin que nous puissions être à même de pouvoir vivre une relation amoureuse saine. Moi, je comprends famille comme dans le sens africain où ça ne s'arrête pas au papa, maman, enfant, mais les tantes, les oncles. Donc, du coup, ce que je vais nous dire, moi, nous jeunes, quand je sens le besoin, je sens la nécessité de rentrer dans cette phase de la vie où l'amour est à ma porte, il va falloir peut-être que je ne suis pas trop proche de papa, je ne suis pas trop proche de maman, mais sûrement il y a une cousine, il y a une tante, il y a un oncle qui est tellement correct et ça coule vraiment à flot entre nous. Il va falloir que nous déterminions ces personnes-là et que nous partageons les choses avec elles. Elle nous donnerait, elle nous orientera parce que peu importe, ce sont des gens qui ont déjà vécu avec nous. Et c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle, vu que en tout cas que l'ancienne soit encore un peu en état d'être pratiquée, qu'on tisse la nouvelle. Mais ce sont des gens qui ont de l'expérience, ce sont des gens qui doivent nous conseiller, ce sont des gens en qui nous devons avoir confiance. Mais il va falloir également que nous sachions déterminer ces personnes à qui nous allons nous confier pour avoir une relation amoureuse saine. Merci beaucoup. Nous allons écouter Bénédicte rapidement. Alors, je pense que dans mon introduction, je l'avais un peu signifié. Moi, je vais plus implorer les parents de créer ce cadre-là dès le bas âge, de
de mettre l'enfant en confiance pour que quand des choses comme ça arrivent, l'enfant puisse venir vers le parent pour lui dire, papa, j'ai ci, j'ai ça. Moi, j'ai des camarades qui ont commencé des relations depuis la classe de CM1. Et c'était des relations, ils ne pouvaient pas le dire aux parents parce qu'il n'y a pas cette atmosphère-là à la maison. Et heureusement, c'était les maîtres que nous avions au cours primaire qui se chargeaient de les encadrer. Or, normalement, c'est le devoir des parents. Donc, Le petit là était vraiment. non, Il en a même temps, anticipé un CM1. l'une des filles, elle s'est mariée récemment. Avec le monsieur. Non. Voilà. Elle s'est mariée, mais que ce soit pas d'autres personnes qui viennent conseiller les enfants. Essayez vous-même de créer ce cadre-là avec vos enfants. Chaque enfant est différent, certes, mais choisissez l'âge à laquelle vous allez commencer par lui parler de ces choses-là. Être strict avec l'enfant ne fera que vous ramener peut-être des grossesses prématurées. Je ne dirais pas indésirées, mais je dirais prématurées. Si c'est ce que vous essayez d'éviter, il vaut mieux mettre carte sur table, autant pour moi, dire concrètement à l'enfant, à tel âge, ce que tu fais, voilà ce que ça peut t'amener et voilà les répercussions que ce stade-là aura sur ta vie, ton parcours scolaire. Et puis, je pense que tout ira bien. Merci beaucoup, Bénédicte, pour une conclusion très pertinente, aussi bien que celle de Jacques. Nous allons également écouter Priscilla. Tu as quoi nous dire? 2 minutes, pas plus. Tu as beaucoup parlé au cours de l'émission, donc pas plus. Je demande pardon. Bon, quant à moi, Oui. je pense que dans la famille, chaque jeune doit avoir un modèle exemplaire, parce qu'il y a des modèles vraiment, ça a douté. Donc, si je pense qu'un jeune a un modèle, il va vouloir se conformer à cette personne et dans cette dynamique, approcher la personne et dire, ah, tel oncle, tu as fait ci, comment je fais moi aussi pour emboîter tes pas, pour faire ceci, cela. Et c'est en ce faisant, on va le conseiller, on va lui apprendre plein de choses. Alors, je pense qu'il est très important pour chaque jeune d'avoir un modèle à suivre, d'être défini dans la famille. C'est vrai, tout le monde n'est pas toujours comme ça dans la famille, mais au moins, il y a quelqu'un qui est moins que les autres, quoi. Là, comme ça, cette personne-là va représenter comme le point zéro d'un repère pour eux, ce qui va les aider à pouvoir être impulsés, quoi, vers l'avant et dans la bonne dynamique. 2 minutes. C'est bon, tu vois? Justement, c'est bon. Et chers parents, n'oubliez surtout pas que l'avenir de vos enfants repose entre vos mains. Il va falloir faire diligence, écouter vos enfants, leur donner les conseils qu'il faut afin que ceux-ci puissent réellement savoir dans quoi est-ce qu'ils s'embarquent, surtout quand on parle de relations amoureuses. Quant à vous, chers jeunes, quant à nous, chers jeunes que nous sommes, il est très important, avant de se lancer dans une relation amoureuse, de savoir ce que nous voulons, où nous allons et surtout de connaître la personne avec qui nous voulons nous mettre en couple. Comme ça, au moins, nous pouvons diminuer les impacts négatifs que les relations amoureuses sont en train d'avoir. Et de prier dans le choix du conjoint. Merci. Prions aussi dans le choix du conjoint. Merci beaucoup. C'est très important. C'est très important. Le confie aussi à Dieu. 5 calots. Et puis, j'aimerais ajouter. Non, c'est juste refuse. 30 secondes. Ça ne sert à rien de supprimer un numéro que vous avez en tête. Cherchez à régler le problème. Bon, oui. Ces 30 secondes se sont avérées très, très instructives. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite causerie que nous avions eue entre nous. Et surtout, si vous avez des avis, laissez-les dans les commentaires de nos différentes pages Facebook et YouTube. Nous allons avoir le plaisir de le lire lors des prochains épisodes. Et surtout, si vous voulez participer à l'émission, au débat, contactez-nous au 92 45 21 46. Ne l'oubliez pas, 92 45 21 46. Chrétien Appelle-moi, c'est une émission de jeunes. Pour les jeunes, nous parlons, nous causons et tout ça dans la bonne énergie. Nous revenons tout de suite avec la partie des jeux. Vous répondez bien sûr par vrai ou faux. Le siège pascal représente le Christ ressuscité, vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est vrai.
Vrai ou Le faux? siège pascal. Vrai. Bon, on donne un point à toutes les deux, enfin, les deux équipes, quoi, parce qu'ils ont Ah, trouvé la bonne réponse. je suis le VAR. Le VAR. La VAR. Elle est va. La VAR. Le français est élastique. Ok, You je are, suis you VAR. are, you are the VAR. Je suis VAR. Sans la, sans le, je suis VAR. Débarre et puis il n'y a pas de problème en fait. C'est ça. Prochaine question. Le Santou, c'est une prière de demande de pardon. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Seconde écoulée. Vrai ou faux? Vrai. Faux. C'est faux. C'est une prière de louange. Ça fait 2, 1. De 1. Les femmes dominent. 2-1. Oui, 2, Tu 1. Le viens de score, c'est 2, 1. remporter. Tu viens de remporter. Prochaine Ah non. question. Le crucifix. Attendez, Ah non, c'est ah non. faux ou bien c'est vrai? Ce qu'elle a dit, elle a Non, vous posé avez une dit réponse. faux. Ouais. Tu Ça as fait dit faux. 1-1. Ça fait 1-1. Non. J'ai dit vrai. Au départ, Au Attendez. départ, on était à 1-1. Oui. oui. Et pour le son tous, j'ai dit vrai, qui devait être faux normalement. C'est vous qui avez dit faux. C'est toi qui as dit faux. Tu n'as pas donné de Donc réponse. ça fait 1-1. Les points sont annulés du coup. Ça fait 1-1. VAR a parlé. Compétition. VAR a C'est parlé. une compétition entre vous deux. Non. Soyons concentrés, s'il vous plaît. Prochaine question. Le crucifix est un symbole de résurrection. Est le symbole de la résurrection du Christ, voilà. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Faux. Ah là là. Là-bas, qui a gagné? Ou bien la VAR a perdu. Ah mais non, ça va, ça fait 2-1. Des VAR a parlé. Le crucifix est-il le symbole de la résurrection du Christ? J'ai comme réponse ici, faux. Il représente la crucifixion. Je suis intelligent. Va, ça fait combien? Ça fait 2-1. 2-1. Voilà. Prochaine question. Avarato. VAR n'a jamais tort. Le calice est utilisé pour contenir l'eau bénite. Vrai ou faux? Attendez. Cette fois-ci, pour cette dernière question, nous allons aller de façon spontanée. Simultané. Voilà. Le calice est utilisé pour contenir l'eau bénite. Vrai ou faux? Faux. Non, on va demander la main. Non, c'est spontané. J'ai dit spontané. Oh là là. Ah, voilà. Alors, c'était la partie de jeu pour nous. J'enjaille un peu pour appeler de la bonne énergie entre nous. Nous avons l'honneur ici d'avoir sur notre plateau Monsieur Jacques qui, depuis le début, était avec nous. Il a découvert le saint du jour avec nous. Il a participé au débat. Il a également participé au jeu. Il est donc là. Il a une information pour nous. Et nous allons découvrir quelle information. Là, pour nous parler du concours chrétien Épelle-moi qui a été lancé. Et il va nous donner quelques informations, histoire qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Alors, première question. Le concours chrétien Épelle-moi, c'est quoi? Oui, merci Carlos pour la parole. Je suis Jacques Agboubli Komlan Fofovi, en devenir saint. Et donc, Oh du là coup, là. je vais nous parler un tout petit peu du concept du concours chrétien Épelle-moi. Mais bien avant, je voulais démontrer un tout petit peu le jeu que nous voulons faire pour montrer l'importance du jeu, parce que c'est pas facile, ce jeu. Concours chrétien Épelle-moi consiste effectivement en ce genre de jeu de confrontation entre deux équipes, mais aussi d'amener les deux équipes à apporter quelque chose de plus à leur connaissance et puis à la connaissance du monde qui leur entoure. Donc, je dirais c'est un concours d'orthographie, un concours qui amène à connaître l'orthographe de certains mots, que ce soit sur le plan religieux de l'Église catholique, mais aussi la culture générale. Donc, du coup, le mot peut venir de n'importe quel type de domaine. Le concours met également en exergue l'art oratoire. Donc, du coup, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de l'épellation, qui consiste à épeler un mot donné par le présentateur, et puis avec des exigences, le règlement intérieur du jeu en détermine les exigences, et puis il y a un jury qui délibère. Donc, du coup, à part la phase épellation, il y a la phase culture générale, comme je l'avais dit. Donc, ça consiste à parler de tout ce qui est culturel, tout qui peut apporter porter un plus autant pour moi à toute personne qui est intéressée par le jeu. Maintenant, le jeu consiste à
une confrontation, en tout cas à plusieurs niveaux. Il y a la phase que nous appelons la phase paroissiale, il y a la phase que nous appelons décanale et puis la phase diocésaine, parce que je dirais aujourd'hui que pour le moment, nous avons une vision un peu plus large pour les années à venir, mais pour le moment, nous sommes basés dans l'archidiocèse de Lomé, donc du coup, nous nous arrêtons pour le moment à la phase diocésaine. Donc du coup, à la phase paroissiale, on le laisse à la discrétion d'une équipe paroissiale sous la supervision, la coordination de l'équipe même, Chrétien Pelle, moi, et l'équipe organise la confrontation entre les jeunes associations de la paroisse, membres d'associations, pas en tout cas, la paroisse détermine les types de personnes qui doivent participer au jeu et puis ils organisent pour déterminer, dégager 4 personnes qui vont représenter la paroisse au niveau des canals. Et le jeu, maintenant, au niveau des canals devient une confrontation interparoissiale. C'est-à-dire l'équipe dégagée au niveau des paroisses se confronte pour dégager, en tout cas au niveau du Joinné, une équipe encore plus super équipe qui confrontera les autres équipes à la phase diocésaine. Maintenant, ne participe pas au concours Épelle-moi, Chrétien Épelle-moi, toute personne qui veut, parce que nous avons des exigences sur la tranche d'âge, etc., avec une parité genre, nous voulons des jeunes filles comme des jeunes garçons dans l'équipe. Nous avons également une exigence, comme je le disais, concernant la tranche d'âge. Donc, du coup, le jeu concours Chrétien Épelle-moi est possible pour des jeunes de moins de... En tout cas, des jeunes de 12 à 17 ans de participer au jeu. Mais exceptionnellement, suite à quelques vérifications de base, le comité d'organisation permet des fois à des jeunes de 20 ans ou plus, 20 ans révolus, de pouvoir participer au jeu. Mais ce serait des requêtes à adresser à l'équipe organisatrice. On va l'étudier, on va voir s'il y a lieu de donner une suite favorable ou pas. Voilà. Et je pense que ceux qui ont l'habitude de suivre la SMA TV, vous nous avez déjà vu passer ici lors des phases de demi-finale de la 3e édition. De la 2e édition, autant pour moi. Et donc, dernière question, rapidement, en une phrase. Quel est le prix à gagner pour les champions? Dernière question. En une minute. Je vais faire 3 phrases. Non, nous avons une minute. D'accord. Dans une minute, je vais faire 5 phrases. Je vais dire encore pour dire, nous sommes à la 3e édition. Nous sommes à moins de 24 heures, en tout cas moins de 48 heures pour lancer la 3e édition. Je vais appeler les uns les autres à pouvoir s'intéresser au concours parce que nous avons un lot de prix vraiment assez attrayant à gagner. Sur le côté financier, nous avons en tout cas une grosse somme de 100 000 francs CFA qui n'est pas de n'importe quoi. Voilà. Également, nous avons des gadgets. Tout au long du parcours, nous avons des gadgets également à partager aux participants. Même le public qui viendra suivre aura bénéficié de quelque chose. Donc, du coup, nous invitons les uns les autres, les leaders de paroisse, le CCACJ, les associations, tous jeunes intéressés. Moi-même, qui ne suis plus en mesure de participer au concours, je peux sensibiliser mon jeune frère, en tout cas mon petit frère à la maison, bien la fille de la tante qui est dans le quartier à participer au concours. C'est lui faire un plus. Donc, également pour les partenaires, nous cherchons les gens qui vont nous sponsoriser. Nous allons profiter pour remercier chaleureusement SMA TV qui n'a cessé de nous encourager. En tout cas, c'est une congrégation que j'adore parce que non seulement il y a un accompagnement de proximité pour la jeunesse, mais particulièrement pour Chrétien Épelle-moi. Quand on est venu, la porte n'a pas été restreinte. On a une porte ouverte et puis on a l'accompagnement qu'il faut. Merci une fois de plus et puis bien de choses à la 3e édition. Je voulais également préciser, Carlos, comme je le disais tantôt, que la participation pour cette 3e édition, elle est gratuite. Chaque participant, toutes les paroisses qui vont participer à Chrétien Épelle-moi, il n'y a pas de frais, il n'y a pas d'exigence particulière. Donc, du coup, tout le monde est attendu. Pour toute information, nous vous invitons à contacter le numéro suivant, le 92 45 21 46. Plus posément, 92 45 21 et 46. Merci beaucoup. Bien de choses à la 3e édition du concours Chrétien Épelle-moi. Mesdames, Messieurs, c'est le moment d'associer votre image à ce concours qui se veut de former les jeunes
de confronter les jeunes dans diverses catégories, allant de l'écrit à l'oratoire, allant des, comment dirais-je, de la culture générale de l'Église. Et donc, c'était un plaisir de passer du temps avec vous. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que ça se passe sur la SMA TV, la nouvelle chaîne missionnaire, chaque samedi à partir de 18h. Bye bye. À la prochaine.